cette nouvelle table ronde intitulée Influenceurs IA Immersion. Sont-ils les nouveaux leviers d'orientation? Alors j'ai posé cette question à ChatGPT et il m'a répondu que tout cela pouvait être en effet considéré comme de nouveaux leviers. Mais il précise, il est important de noter que ces leviers d'orientation ne sont pas nécessairement toujours positifs et qu'ils peuvent soulever des questions éthiques. Il est donc essentiel de surveiller et de réglementer ces domaines afin de garantir les intérêts des individus et de la société dans son ensemble. Nous voilà rassurés. Les organisateurs de Sopro ont eu la bonne idée d'inviter une IA qui s'est dessinée et qui a de l'humour, Urbs, on peut l'applaudir, il est en régie. Il va croquer cette conférence, nous donner son point de vue tout au long de cette table ronde. Je vous rappelle, pour ceux qui n'étaient pas là hier, que vous avez à disposition un QR code que je vous invite à flasher. Il va vous envoyer vers une application sur laquelle vous pourrez poser toutes vos questions pendant la table ronde, mais également sur laquelle vous allez pouvoir répondre à ce quiz. Alors, première question du jour. Craignez-vous pour vous-même d'être manipulé par une influenceur, influenceuse ou par l'IA? Oui, non ou prouvez que vous n'êtes pas un robot, cochez les cases où vous voyez une scène. Alors, pendant que vous votez, accueillons nos intervenants de cette table ronde. Gabriel Bran-Lopez, président fondateur de Fusion Jeunesse. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. On va tous les encourager. Il est tôt pour tout le monde. Nicolas Rudel, directeur associé de Proximit. Hubert Mousnier, secrétaire général BTP CFA. Et vous développez avec Jamil Kemal, qui est ici présent également, la solution Gochaba. Bonjour messieurs, installez-vous. Alors, on regarde la réponse, la question qui était posée. Ah oui. Alors, déjà, une réaction. Vous êtes surpris, Nicolas Rudel, je vous vois réagir. Est-ce que vous êtes surpris par ce retour? Je vous invite à attraper vos micros. Vous avez tous des micros devant vous. Allez-y. C'est bon, je pose le micro là où il faut. Alors moi-même, je suis un peu effrayé d'être manipulé, donc je ne m'étonne pas du résultat. Voilà. Très bien. D'autres réactions? Non, ça semble assez normal finalement. Bon, 59% c'est modéré. Hein. Moi, je pensais qu'on aurait un score peut-être encore plus élevé. Alors, je lisais, Hubert Mousnier, vous travaillez avec Jamil Kemal sur Gochaba, une start-up créée en 2014 qui utilise les sciences cognitives pour créer des tests de recrutement. Votre site annonce donc Gochaba et l'analyse ludique du potentiel de vos talents, voilà qui semble très ambitieux. Expliquez-nous ce que l'on trouve sur votre application. Alors, Gochaba, c'est une solution en ligne qui permet d'évaluer le potentiel. Alors, quand on parle de potentiel, souvent on a tendance, quand on est en France, à l'associer au CV, à l'expérience et aux compétences. Et on se rend compte que vous mentionnez l'intelligence artificielle. Beaucoup de choses qui étaient impossibles techniquement avant le deviennent. Par exemple, si demain je vous demande d'être directrice financière, ça vous paraît impossible, peut-être que ça va le devenir. Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être que vous n'avez pas envie de le faire, mais peut-être que ce sera possible. Et ce qui va faire la différence, finalement, ça ne va pas forcément être vos qualités techniques, ça va être votre capacité d'apprentissage, votre capacité d'adaptation. Et en gros, pour faire simple, ce que nous, on appelle les traits cognitifs, ce qu'en français, on peut considérer comme les capacités du cerveau. Et très longtemps, pour mesurer ce que les gens savent faire, on leur posait des questions. On leur disait, est-ce que vous aimez le risque? Est-ce que vous aimez travailler en équipe? Donc des tests de personnalité. On induisait les réponses. Exactement, parce que ces tests sont extrêmement biaisés. Et souvent, on a l'impression que le biais, il est lié au fait que les personnes vont mentir pour faire plaisir à la personne qui les questionne. En réalité, les problèmes viennent du fait que les gens se connaissent peu et que très souvent, ils se dévalorisent. En tout cas, une bonne partie de la population, d'ailleurs, il y a des études qui le montrent. Même si en entretien, enfin là, on parle quand même souvent d'entretien. Hein, donc, en entretien, les gens se dévalorisent également. Alors, pas que à l'entretien, partout. On avait une discussion hier avec Hubert sur quelles compétences on développe dans le travail et en dehors du travail. Et une personne
personne qui est au foyer, qui gère une famille nombreuse, développe des compétences? Est-ce qu'elle se rend compte que ces compétences sont utiles même dans le monde professionnel? Et on arrive dans un monde que les gens considèrent comme de la pénurie de talent, ce qui est sans doute faux. On a une pénurie de clones. Et souvent, on ne se rend pas compte de son potentiel. Et donc, le fait de ne pas poser des questions aux gens, mais de le mesurer de façon scientifique, permet d'ouvrir des champs des possibles. Donc, nous, on a confronté Goshaba avec une associée qui était professeure de sciences cognitives à Harvard. Et on a pris des tests qui durent normalement 2 à 6 heures, qui mesurent des choses comme l'empathie, la résilience, la capacité à apprendre, et on les a convertis en petits jeux vidéo. Et donc, plutôt que poser des questions très biaisées à des gens en entretien ou en mobilité interne ou en orientation professionnelle en leur demandant ce qu'ils savent faire, eh ben, on le mesure, on révèle leur vrai potentiel et du coup, on permet à des gens qui n'auraient pas du tout conscience de capacités qu'ils ont de se révéler. Et alors, je sais que c'est c'est moins à la mode aujourd'hui de parler de Bourdieu. Moi, je crois que Bourdieu, donc un sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle Les Héritiers en 1964, expliquait que malgré tous nos efforts, il y a encore ce qu'on appelle la reproduction sociale. Et ce qui fait que justement, pour beaucoup de personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un environnement qui les valorise, ben, oublient leur potentiel. Et on est là pour le révéler. Comment, techniquement, comment ça fonctionne? Donc on arrive sur l'appli. Comment ça marche? Alors, différents niveaux. Avec Uber, on travaille pour aider des apprenants à comprendre leur potentiel. Alors pour ça, on leur fait jouer une série de jeux, de petits jeux vidéo qui durent chacun entre 2 et 5 minutes. Et à la fin de ces jeux, on va pouvoir dégager un profil de compétences cognitives. On va leur dire, bah, tu te rends compte, en fait, tu as une capacité à apprendre qui est extraordinaire. Ou bien tu ne le savais pas, mais tu arrives à lire les micro-expressions chez les autres d'une façon qui est très supérieure à la moyenne. Et donc, on pense que ce type de compétences pourrait te rendre pertinent dans telle ou telle voie professionnelle. Vous pouvez nous donner des exemples, justement, comment est-ce qu'on peut mesurer que quelqu'un a une compétence à apprendre Alors, je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple très simple, souvent on demande aux gens s'ils ont de l'empathie, s'ils aiment travailler en groupe, s'ils sont le leadership. Alors quand on vous pose la question, ben, on répond très mal. Donc nous, ce qu'on fait, par exemple pour un truc très précis qui est de la capacité à lire les émotions chez les autres, c'est qu'on va vous faire visionner des photos de visage très rapidement, moins d'une seconde, et on va vous demander de cliquer sur un bouton qui va dire si la personne est en colère ou si elle est neutre. Alors au début, c'est très très évident parce que les personnes ont des expressions de colère dramatiques évidentes et puis le temps de réponse est très long. Et progressivement, on va faire afficher des photographies qui sont de plus en plus subtiles dans l'expression et dans un temps qui est beaucoup plus court. Et donc en faisant ça, on mesure un fonctionnement du cortex préfrontal qui n'est pas lié à la lecture des visages en photo, mais qui est vraiment lié au fonctionnement du cerveau. Et donc les personnes qui ont de très bons scores à ce jeu sont non seulement bons, par exemple, pour des postes de commerciaux ou pour des postes de soins ou des postes de care en général, mais c'est également des personnes qui, au téléphone, vont être capables de faire attention au silence, aux micro-messages ou aux sous-entendus qui sont transmis autrement que par les mots. Et donc ça, c'est un exemple de jeu. Pour l'apprentissage, donc l'apprentissage, la question que vous me posiez, c'est lié à une capacité du cerveau à retenir l'information dans la durée, dans le long terme. Et donc, on va faire un jeu de mémoire. Par exemple, on va montrer des poissons et on va demander à quoi correspondait le poisson qu'on a vu il y a 3 étapes, 4 étapes avant. Est-ce que c'était un poisson jaune? Est-ce que c'est un poisson bleu avec des petits points noirs? Et donc, c'est un jeu qui paraît très, très ludique, très simple. On demande quel était le poisson de l'étape précédemment, qui est lié à votre capacité à enregistrer et stocker de l'information. Et donc, de façon générale, ce sont des jeux qui vont mesurer un processus mental lié à votre capacité ensuite à le transformer dans votre quotidien. Alors, soit en apprentissage, je prends un exemple de métier commercial, mais ça peut être des choses très très concrètes. Si demain je vais être tourneur-fraiseur, eh ben, tourneur-fraiseur, c'est un métier qui va vous demander de la concentration, qui va vous demander une certaine habilité.
eh ben, on va pouvoir mesurer votre capacité à vous concentrer, par exemple. Ce qui est pas mal aussi, on en a pas mal parlé hier, c'est que ça peut faire des propositions de métiers auxquelles on n'a pas pensé. Peut-être Hubert, Hubert sur... Bousnier, vous avez Oui, l'air pas que. mitigé. On n'est pas. Alors, Hubert Bousnier, je dirige BTP CFA Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un organisme qui fait de l'apprentissage, une grosse machine, on embarque 4000 apprenants sur 77 diplômes. Mais surtout, on s'est posé la question, dans un monde qui change énormément, est-ce qu'on sert encore à quelque chose ? Est-ce qu'on sert encore à quelque chose quand on regarde les chiffres de France Compétences qui montrent que plus de 40% des changements d'emploi se font sans formation, où la certification prend plus de place que la formation, quasiment. Est-ce que notre métier, c'est uniquement de produire de la formation ? Et très sincèrement, on pense que c'est pas un simple jeu de l'esprit, hein. Je pense vraiment que soit un centre de formation sera capable de s'intéresser à l'amont, à l'aval de la formation et à créer des collaborations actives. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne peut pas le faire tout seul, on ne sait pas le faire tout seul. Soit il aura un avenir assez sombre pour peu qu'il en ait un. Donc, dans cette démarche-là, on s'était posé la question de l'orientation et des soft skills, en particulier les compétences dites douces. Et alors, ces compétences douces, j'ai commis quelques écrits là-dessus, je les brûlerai avec plaisir, parce que justement, les rencontres que j'ai eu le plaisir de faire après m'ont montré que je n'étais pas dans le vrai. C'est-à-dire ce que je croyais être une compétence, c'était une capacité en réalité. Et c'est là que c'est important. On n'est pas dans le prédictif, parce que ce qu'on mesure, c'est les capacités. Ce qu'on cherche à montrer à nos apprenants, ce sont leurs capacités. C'est-à-dire c'est ce qu'ils ont déjà, c'est un peu leur savoir-être. Ouais. Mais ces capacités, elles ne prendront place de compétences que dans un contexte donné. En fait, on a trop souvent dévalorisé le contexte. C'est-à-dire que c'est un petit peu la problématique des écrits sur les soft skills, c'est qu'on confond capacité et compétences. Je donne souvent ce petit exemple pour amuser mes auditeurs. Si je prends le meilleur horloger du monde, je lui donne le meilleur établi du monde, la plus belle montre du monde, les meilleurs outils du monde, le cialytique parfait pour l'écrire. Et je lui dis, change-moi la trotteuse, tu sais faire? Il va me dire, évidemment, je sais faire, je suis champion du monde. Je lui dis, vas-y. Et au moment où il prend son micro-tournevis, moi, je prends mon marteau-piqueur et je fais un trou à côté. On va voir s'il est compétent. Voilà. À partir du moment où je dégrade le contexte, le savoir ne suffit pas. Voilà. Donc, c'est ce travail notre lab, notre organisation R&D qu'on a justement développée en Aquitaine, c'est ça, c'est faire intervenir plusieurs strates de réflexion pour intégrer de l'humain dans l'IA. Et ça, c'est très très important. Pour intégrer du parcours et non pas du point. Et puis évidemment des sciences cognitives, puisqu'on n'a pas le plaisir de les avoir avec nous, mais on travaille avec un labo canadien qui s'appelle OptiNeuron, qui est sur les sciences cognitives, et qui nous accompagne, parce que non seulement ces capacités, elles peuvent être mises au travail pour devenir des compétences socio-professionnelles, mais elles interviennent aussi dans la capacité d'apprentissage. Donc ces capacités cognitives, en fonction des capacités cognitives, on peut faire varier un peu la façon d'enseigner les parcours. Comment est-ce que vous l'intégrez, cette solution, dans les parcours des apprentis ? On est en mode expérimental, hein, puisque c'est un gros changement. D'abord, ça a demandé de la part d'une de mes équipes d'un des centres de formation d'accepter ce changement, qui est considérable. Il a fallu réorganiser la totalité de l'activité pédagogique pour gagner du temps, donc aller plus à l'essentiel, pour dégager du temps, d'une part évidemment pour que les jeunes puissent faire connaissance avec leurs capacités à travers les travaux qu'on a menés avec Goshaba, évidemment, et ça c'est fondamental. Et sur ce point de départ-là, nous quand on parle d'orientation, on ne parle pas d'orienter une personne, on parle d'orienter un parcours. Et c'est un petit peu différent. C'est complémentaire. C'est-à-dire que c'est un peu sur un temps donné. Oui, c'est ça. Ça s'inscrit dans une durée, nécessairement. Ce qui est important, c'est le chemin. Évidemment, le but est important, mais le chemin est bien plus important que le but. Et donc,
dans cette organisation, on a du temps pour faire connaissance avec les jeunes à travers ces jeux, pour leur faire connaissance avec eux-mêmes, pour évoquer les résultats des jeux, parce qu'il faut partir d'un point de départ qui soit partagé, et donc ça prend un petit peu de temps. Et puis ensuite, on a une action de coaching. Mes formateurs sont formés par OptiNeuron, justement, donc nos Canadiens de service, à la mission de coaching pour mesurer comment on change en même temps qu'on avance et comment on adapte le parcours en même temps qu'on change. Voilà. C'est compliqué, c'est lourd à mettre en place. Pour le moment, ça fonctionne. J'espère que ça va continuer. On aura besoin, et je profite de ce micro, évidemment, pour dire combien on a besoin de travailler avec les socioprofessionnels qui s'intéressent à la pédagogie et à l'orientation pour échanger, pour partager, pour grandir ensemble, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Nicolas Rudel, on s'intéresse à l'immersion. Vous avez développé il y a 10 ans dans le Limousin, Terraventura, qui permet, alors vous avez peut-être déjà testé avec vos enfants, qui permet de découvrir des lieux touristiques, des lieux où on n'irait pas forcément d'ailleurs, hein, c'est un peu l'objectif. Et puis cette solution a été développée à travers toute la région. Et ça marche si bien que vous avez, l'an dernier, accompagné à partir de ce même principe, vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, mais vous étiez présent aux Olympiades des métiers. Alors, expliquez-nous dans quel monde vous nous faites plonger. Merci. On va regarder en même temps quelques slides. Visuels. Ouais. Voilà. Alors effectivement, Terraventura est né en Limousin il y a un peu plus de 10 ans maintenant. On est dans le monde du tourisme institutionnel, hein, les offices de tourisme. Et l'idée de cette opération il y a 10 ans, c'était de mettre en lumière les pépites du Limousin, le patrimoine, les contes et légendes, l'histoire, etc., pour faire en sorte de redorer un peu l'image du Limousin, puis aussi pour faire en sorte que ce Limousin puisse être reconnu déjà par ses habitants, les locaux, et puis ensuite par des visiteurs, des touristes. Voilà. Et c'est drôle parce qu'il y a un point commun avec l'orientation et le tourisme finalement, c'est mettre en lumière des pépites, des métiers, des savoirs, etc. Et cette rencontre, c'est pas fait tout de suite, hein, je vous rassure. Terraventura a grandi pendant près de 10 ans avant que la rencontre se fasse avec l'orientation. Donc juste pour un peu positionner Terraventura, on est sur une chasse au trésor outdoor, en plein air. Hein. 600 parcours aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. C'est la plus grosse chasse au trésor connectée, ce qu'on appelle connectée, hein, puisque ça se joue sur mobile. C'est gratuit. C'est entièrement gratuit. Ça adresse en premier lieu les familles. Donc là encore, les familles, je pense, sont la cible des métiers de l'orientation, hein, puisqu'il va falloir essayer de raconter des choses. On en a beaucoup parlé hier, en effet. J'imagine, voilà. C'est proche, premier influenceur. Et en fait, dans Terraventura, dans cette chasse au trésor, on a utilisé 2 grands principes marketing que sont ce qu'on appelle le storytelling, l'art du récit, raconter une histoire, et la gamification, c'est-à-dire la ludification en français, le fait de rendre ludique un apprentissage. Voilà. Et donc cette chasse au trésor, ça se joue habituellement en plein air. Là, vous voyez à l'écran un petit peu le schéma classique. Vous avez un parcours, hein, c'est 2, 4, 8 km. Ça se joue depuis quelques années maintenant aussi à vélo. Et l'idée, c'est, même si on suit un fil conducteur sur son smartphone, c'est de lever les yeux de son téléphone et de s'intéresser à ce qui nous entoure. Voilà, des églises, des fontaines, des bonnes fontaines, des ponts, etc. Et on va raconter une histoire sur le patrimoine du Limousin ou du territoire, puisque maintenant le projet est porté sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Et puis cette histoire, elle est racontée par des protagonistes. On est dans ce qu'on appelle un schéma actantiel. Je vais essayer de faire un peu de technique moi aussi aujourd'hui. On est dans un schéma actantiel. Vous avez des protagonistes, vous avez des antagonistes aussi. Et donc ces protagonistes sont des pois dans Terraventura. Pois, c'est les petits personnages qu'on a imaginés. Au départ, il y en avait 8. Aujourd'hui, il y en a plus de 35. Et chaque pois est emblématique d'une thématique forte du territoire. Alors au départ, c'était des thématiques assez génériques, la nature, l'environnement, les savoir-faire déjà à l'époque, avec Zouti, etc., etc. Puis aujourd'hui, on va sur des choses beaucoup plus pointues, l'œnologie, le patrimoine maritime, etc. Voilà. Et donc ce sont ces pois qui vont raconter, qui vont narrer une histoire. Il y a une petite intrigue sur chaque parcours, et puis ce sont les pois qui vont aider le joueur, puisque c'est finalement le joueur, le héros. Hein. Vous voyez, je ne parle même pas de touriste, je parle de joueur ici. C'est le joueur qui va devoir résoudre des énigmes pour arriver jusqu'au lieu de la cache. Hein. C'est la cache, puisqu'on se base sur un jeu mondialement connu qui s'appelle le géocaching, c'est-à-dire le fait de trouver un contenant caché dans la nature. Et dans cette cache, on va trouver le petit personnage à collectionner. Voilà.
La gamification, elle vient se rajouter au dispositif pour récompenser toutes les actions qui vont être réalisées par les joueurs durant sa découverte du jeu. C'est-à-dire qu'on va récompenser les meilleurs commentaires, les meilleures photos, puisque tout ça est très communautaire. On va récompenser également des gestes éco-citoyens. Vous ramassez vos déchets, vous vous prenez en photo pour, au moment où vous les jetez dans la poubelle, vous allez pouvoir gagner un badge de succès, etc., etc. On récompense même l'échec. Quelqu'un qui ne trouve pas un parcours, il va avoir son badge. Fail, c'est pas grave, la prochaine fois tu feras mieux. Hyper intéressant. Donc voilà, ça c'est en image. Normalement, ce qui se passe dans la vraie vie, ce sont des enfants qui jouent. Vous voyez sur le sac à dos les petits poys qui peuplent au gré. Donc c'est souvent des petits sacs à dos Decathlon, vous savez, à 2-3 euros. Là, généralement, au départ, ils pèsent 200 grammes. À la fin d'une opération comme celle-ci, ils pèsent 10 fois plus. Et donc à chaque découverte, ils peuvent épingler un petit poy sur leur sac à dos. Alors depuis Covid, effectivement, on a virtualisé certaines fins de parcours pour éviter d'avoir une manipulation de bouteilles, etc. Donc on utilisait des QR codes, système qu'on a exploité également sur les Olympiades, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc la rencontre s'est faite avec les Olympiades et Terra Aventura. Donc moi je suis directeur de la société qui a imaginé le concept et qui le développe depuis 10 ans pour le compte de la région Nouvelle-Aquitaine, pour le compte du comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement les équipes de la région et notamment les équipes en charge des Olympiades ont imaginé un concept, ou en tout cas ont souhaité que Terra Aventura puisse venir au renfort de ce dispositif que sont les Olympiades des métiers. Donc formidable dispositif que je ne connaissais pas avant de l'avoir vécu et il faut le vivre pour comprendre un petit peu finalement la puissance de cette opération. Et l'idée de cette rencontre, de ce croisement, de cette collab, comme on appelle ce type de dispositif, c'était de proposer des parcours exclusifs Terra Aventura dans les Olympiades des métiers. Donc on a imaginé 5 parcours autour de 5 personnages un peu forts de Terra Aventura en lien avec les métiers qui étaient mis en scène sur les Olympiades. Donc on avait un parcours thématisé bosser dans la tech autour de tous les métiers de la nouvelle technologie et pas que de l'IT, c'est-à-dire qu'on a aussi de la nouvelle techno dans beaucoup de métiers finalement qu'on ne soupçonne pas, dans le bâtiment, dans l'industrie, etc. On avait un métier autour de la filière, ce qu'on appelait la gourmandise, c'est un métier, donc tout ce qui est métier de bouche en fait. Donc voilà, un métier autour de l'art. Alors l'art, effectivement, on a de l'art dans beaucoup de métiers, chez les carreleurs, chez les tapissiers, etc. Des métiers un peu insolites, je n'y avais jamais pensé. Donc là, on a un personnage curiosité, un patrimoine insolite, Zinzin, qui nous a permis d'intégrer ce parcours. Et puis, bien évidemment, les savoir-faire avec de l'or dans les mains, où là, on retrouve la thématique Zouti. Donc les Olympiades, c'est sur 3 jours. C'était basé à Bordeaux. Au mois d'octobre l'année prochaine, ouais. Je crois. Alors ça recommence l'année prochaine en 15-17 octobre. Ouais, c'est ça. Et donc c'était sur 3 jours, alors avec toute la complexité pour nous de mettre en place des parcours sur un événement aussi court, avec même si effectivement le parc des expos change radicalement en quelques jours, puisque effectivement vous avez tous les métiers qui sont représentés. Et effectivement, nous, comme notre principe de jeu, c'est de créer des aménagements sur chaque stand. C'était un petit peu compliqué à mettre en place dans un délai très court, mais ça c'est des contraintes logistiques assez classiques finalement dans ce type de métier-là. Et donc effectivement, à l'accueil des Olympiades, vous aviez un grand totem avec effectivement cette marque Terra Aventura qui est très connue maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Et je vous ai dit, l'opération Terra Aventura existe depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, les jeunes qui sont la cible des Olympiades, qui ont 13, 14, 15 ans, qui arrivent en fin de collège et qui cherchent une orientation, ces jeunes-là, ils ont connu Terra Aventura, tout gamin la plupart. Donc en fait, au niveau des codes, ils connaissent Terra Aventura, ils savent un petit peu. Les codes, ils sont rassurés. Alors, ils savent qu'après, ils vont pouvoir s'amuser. C'est ça. Généralement, nous, on les perd à un âge où ils commencent à devenir un peu ados, parce que c'est quand même ça adresse particulièrement les enfants. Mais là, finalement, ils avaient les codes, ils connaissaient, et ils se sont dit, cool, on va faire un Terra Aventura. Voilà. Donc ça, c'était assez rigolo. Alors, comment ça se présente ? Je vous l'ai dit, c'est un jeu qui se joue habituellement en outdoor, en plein air. Donc là, la contrainte, c'est quand même qu'on est sur un parc des expos qui est fermé. Il n'y a pas de géolocalisation possible, donc on a dû régler quelques petits soucis logistiques. Mais voilà, dans l'application mobile, vous aviez accès à ces 5 parcours. Donc le joueur pouvait choisir un parcours. Ici, on est sur de l'or dans les mains, donc c'est un parcours autour des savoir-faire. Il lance son parcours comme s'il jouait en plein air. Et puis, il va être guidé avec l'appli de stand en stand. Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de système cartographique. On a reproduit le plan des Olympiades et puis on pouvait orienter le joueur comme ça. Est-ce que la mécanique de curiosité a fonctionné, du coup, chez les jeunes qui l'ont utilisé ? Est-ce que la mécanique de curiosité, c'est-à-dire est-ce que véritablement ils sont aventurés avec cette appli ?
Oui, alors déjà, j'ai oublié de le préciser, mais ces parcours, ils ont été imaginés pour 2 raisons. D'abord, pour pouvoir adresser la communauté Terra Aventura, qui est quand même 3 millions de joueurs aujourd'hui, c'est énorme. Et donc forcément, pour les Olympiades, il y avait un intérêt majeur à faire venir du monde sur les Olympiades. Et puis, il y avait aussi une opportunité pour les Olympiades de proposer des parcours alternatifs, puisqu'ils ont des parcours classiques, guidés, etc. Et souvent, ces parcours sont saturés très vite, il n'y a plus de dispo. Et donc là, l'idée, c'était de reproposer une alternative et de permettre à des jeunes ou à des familles de pouvoir découvrir les Olympiades avec un angle particulier en fonction de thématiques qui les intéressent, donc la tech, les savoir-faire, etc. Et donc après, effectivement, à chaque stand, on va le voir sur les slides juste après, il y a une interaction avec le métier. Alors soit avec l'affichage parce qu'il y a des petits panonceaux avec de l'information sur les métiers, soit avec le métier à proprement parler. Ils vont pouvoir échanger avec le responsable de la formation qui va pouvoir leur présenter le métier, etc. Soit avec parfois même, on va le voir ici, interagir avec des choses concrètes. Là par exemple, on a des outils. Donc il y avait un petit questionnaire, il devait retrouver le bon outil pour faire la bonne action. Vous aviez également aussi une grume à l'extérieur, il fallait mesurer la grume, des choses comme ça. Donc ils ont manipulé des choses dans la mesure du possible, naturellement. On leur a pas fait manipuler des scies, des choses comme ça, mais ils ont quand même pu toucher, et ça c'est hyper important de pouvoir toucher et de s'approprier un peu ces métiers-là. Voilà. Donc des indices ont été dissimulés sur tout le salon, et effectivement, d'un stand à l'autre, c'est pas toujours les mêmes types de questions, donc ça aussi, ça remet un petit peu en question la façon de jouer. Ils avaient à chaque fois des approches un petit peu différentes sur chacun des stands, donc c'était assez intéressant. Et bien évidemment, on est dans la gamification, donc en fin de parcours, une récompense, à la fois virtuelle, avec cette médaille qui vient récompenser le fait d'avoir réalisé le parcours, et puis un badge physique. Je vous avais rappelé la petite fille avec son sac à dos au début des slides, ce petit badge physique qui vient aussi marquer le fait d'avoir réussi cette aventure. Donc ça a très bien marché, on a eu énormément de commentaires positifs sur cette opération. De mémoire, les chiffres, c'est à peu près 8000 joueurs sur les 3 jours, dont 4000 le samedi, en sachant que le samedi, on adressait principalement les familles. Autant les 2 premiers jours, c'était plutôt les scolaires, autant le samedi, c'était plutôt les familles. Et bon, on le sait, les terrains aventuriers, c'est comme ça qu'on les appelle, sont très réactifs, même si c'était sur 3 jours sur Bordeaux, c'est quand même beaucoup de contraintes, ils se sont mobilisés. Et voilà, avec à chaque fois des retours très positifs. Donc ça a répondu à vos attentes en termes de fréquentation ? Ouais, surtout les attentes de la région, je pense, parce qu'ils avaient ce double objectif qui était encore une fois de proposer des parcours un petit peu alternatifs, de permettre donc aux joueurs, enfin aux visiteurs, pardon, de découvrir le salon à leur rythme et en suivant un fil rouge. Et puis on a amené de la fréquentation en plus. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'objectif est atteint. Voilà. Et puis quelques photos, voilà, de joueurs qui ont participé. Donc beaucoup de collégiens, effectivement, aujourd'hui. Moi, je ne connaissais pas forcément la population des Olympiades. On avait souhaité, nous, travailler ça comme un contenu Terra Aventura, donc avec beaucoup de... on scénarise beaucoup les parcours, il y a beaucoup de storytelling, etc. Je pense que l'année prochaine, on travaillera sur des parcours peut-être un peu plus courts, un peu plus digestes. On y reviendra justement à ce que vous allez proposer l'année prochaine. Gabriel Bran-Lopez, alors vous êtes québécois, vous êtes arrivé en France il y a 5 ans, et c'est à la fin de vos études, c'est ça, que vous avez eu... Il y a très longtemps. Non, pas tant, hein, franchement. Donc, vous avez eu l'idée de créer un nouveau dispositif. Expliquez-nous quelle était l'idée au départ et ce que vous nous proposez aujourd'hui ici. Absolument. Donc, en effet, je suis québécois. Vous l'entendez, j'ai un petit accent. Donc, j'ai créé Fusion Jeunesse il y a 15 ans au Québec et aujourd'hui, on est présent partout au Canada. Et je l'ai lancé à... Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, d'accord. Ah, j'avais oublié. Qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va faire de moi? Et j'ai lancé Fusion Jeunesse ici en France il y a plus de 5 ans grâce à la région Nouvelle-Aquitaine. Et les 2 piliers de Fusion Jeunesse sont vraiment la persévérance scolaire et l'orientation. Et pour y arriver, nous misons sur quoi? Sur l'apprentissage expérientiel pendant les heures de cours avec les enseignants. D'ailleurs, Jean-Charles Rincard en parlait hier. La différence entre le temps dédié et le temps intégré. Donc, nous, on a cette chance de travailler pendant les heures de cours avec les enseignants. Donc, la méthode, nous avons créé des programmes pédagogiques. Donc, vraiment, on respecte les attentes ministérielles et ces programmes pédagogiques sont vraiment multisectoriels. Dans le numérique, on a de l'intelligence artificielle, je vais en parler bientôt. On a de la création de jeux vidéo, de la robotique, mais on a aussi d'autres programmes. Dans les arts, nous avons des installations artistiques, des arts numériques.
dans le secteur du design de mode, du design d'espace environnemental ou du design d'exposition muséale. Et finalement, nous avons un grand volet entrepreneuriat dès le primaire, donc soit éveiller les valeurs entrepreneuriales ou vraiment incuber des idées de jeunes qui ont presque 18 ans. Donc on a vraiment une panoplie de programmes. Et pour en revenir à notre mission initiale, la persévérance scolaire et l'orientation, vous savez, ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend un village pour le garder à l'école et pour bâtir son parcours d'orientation. Donc nous, dans notre modèle, nous réunissons tous les acteurs de cette communauté, de cette société, pour accompagner les enseignants. Et l'idée de fusion, elle est vraiment venue des enseignants et des élèves il y a 15 ans. Les enseignants nous ont dit, nous voulons innover, mais nous ne sommes pas nécessairement des ingénieurs, des entrepreneurs, des artistes. Nous avons besoin d'aide technique, humaine et financière, bien sûr. Donc, le modèle est le suivant. D'un côté, nous apportons une expertise humaine pendant les heures de cours. Donc, nous créons des emplois pour des jeunes locaux dans tous les secteurs que j'ai mentionnés, qui, eux, vont travailler 2 heures par semaine en classe avec les enseignants pendant les heures de cours pour apporter l'expertise technique liée au projet. En IA, en jeux vidéo, j'en parlerai sous peu. Et ensuite, nous travaillons avec différents acteurs de la société, que ce soit les collectivités locales, les entreprises, les grandes, les PME, les musées, d'autres institutions. Et ces partenaires vont non seulement financer les programmes, mais vont surtout apporter des mentors, des jeunes collaborateurs ou toutes générations confondues qui vont venir travailler en classe avec les élèves, pas juste pour parler de leur parcours, pas juste pour les inspirer, mais vraiment les accompagner dans la création de leurs projets. Et c'est pour ça que les enseignants nous font confiance, parce qu'on apporte vraiment un soutien 360 où on mobilise l'ensemble des partenaires. Et pour vous donner 2 exemples, je peux parler de jeux vidéo ou d'intelligence artificielle, puisque c'est des sujets qu'on discute aujourd'hui. Si je prends l'exemple du jeu vidéo, la persévérance scolaire, qu'est-ce qu'on fait? Nous donnons du sens aux apprentissages. Pour un jeu vidéo, il faut quoi? Un scénario, le cours de français. Pour le design du jeu, le cours d'histoire, de géographie. Pour les personnages, les arts numériques, les arts plastiques. Pour la trame sonore du jeu vidéo, l'éducation musicale. Et pour tout ce qui est la programmation des différents niveaux du jeu, c'est le cours de sciences, technologies, mathématiques. Donc, on travaille avec une panoplie d'enseignants qui croient au modèle et qui appliquent leur matière grâce aux jeux vidéo. Alors, c'est intéressant les jeux vidéo parce que c'est un dispositif que vous avez développé notamment dans le Lot-et-Garonne. On en a pas mal entendu parler quand c'est sorti, parce que c'était à la même période où on parlait beaucoup des décrocheurs scolaires. Expliquez-nous comment est-ce que vous avez réussi à les rattraper, ces jeunes, par le jeu? Déjà, comme je l'ai mentionné, ça prend un village pour garder un jeune à l'école. Donc, la région, le département, le rectorat, les enseignants, les chefs d'établissement, tout le monde s'est dit, on y croit, on veut le tester, et ça a fonctionné pour plein de raisons, pas juste parce qu'on développe toutes ces compétences ou qu'on applique ces compétences, mais ensuite on regarde les compétences douces, transversales, durables, transférables, que ce soit des capacités ou des compétences, on les développe pendant les heures de cours. Pourquoi? Parce que le jeune est mis dans une situation réelle au lieu de juste lire et d'écouter, ce qui est important. Il est dans une va globalité. Agir. Et finalement, de A à Z, il va créer un jeu vidéo. De A à Z, il va créer une solution d'intelligence artificielle. Et pour y arriver, nous avons travaillé avec Ubisoft. Ubisoft Bordeaux, vous le savez, Ubisoft est partout dans le monde, beaucoup au Canada, mais très, très présent en France, bien sûr. Et Ubisoft venait d'ouvrir un studio à Bordeaux. Par contre, le Lot-et-Garonne, si vous le savez, ce n'est pas à côté de Bordeaux. C'est 1h30, 2 heures de trajet. Pas si loin. Voilà, donc il faut mobiliser le monde. Donc Ubisoft a dit, mes collaborateurs qui veulent être mentors vont recevoir 3 journées complètes par an pour se déplacer, donc 2 heures pour y aller. Mais alors vous dites ça comme ça, c'est-à-dire que Ubisoft, bim, on voit quelqu'un. Enfin, j'imagine que ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire oui. que. Ah oui. Absolument. On fait ding-dong Ubisoft, envoyez-nous les Québécois, des professionnels. comme on disait, les Canadiens de service, c'est ça. Bon, les Québécois, non, on y croit beaucoup. Ubisoft a compris que s'ils veulent inspirer plus de jeunes filles à poursuivre des études en informatique, plus de garçons à poursuivre des études pour ne pas décrocher, eh bien, c'est dès le primaire qu'il faut agir, c'est dès le collège et bien sûr au lycée. Donc, quand je suis allé voir la haute direction d'Ubisoft et les directeurs des studios, incluant le directeur d'Ubisoft Bordeaux,
Il m'a dit absolument, je vais faire un appel à mes collaborateurs. Et ils ont tous levé la main, hommes et femmes, différentes générations. Et donc oui, ils se déplacent, ils font le 2 heures de déplacement, ils font 2 heures d'intervention et ils reviennent ensuite. Ils sont payés par l'entreprise pour le faire. Mais là, c'est un exemple d'un grand groupe. Mais si on prend d'autres institutions ou d'autres PME, ils appliquent le même modèle pour que les jeunes issus de milieux défavorisés, de milieux éloignés, puissent avoir accès à des programmes qui, on va se le dire, ne sont pas toujours accessibles quand tu es dans le Lot-et-Garonne. Donc ça, c'est l'exemple du jeu vidéo. Mais je voulais beaucoup parler d'intelligence artificielle parce que c'est un programme qu'on a développé il y a 6 ans, quand on parlait très peu d'IA. Aujourd'hui, on en parle énormément et c'est un sujet qui parfois fait peur, comme on l'a vu. Et on travaille avec des enseignants pour intégrer l'intelligence artificielle pendant les heures de cours. Et je sais qu'on va montrer... Oui, alors on va montrer, mais ce que je voudrais dire, vous interroger là-dessus avant, ce qui est assez... qui crée une forme d'émerveillement aussi, c'est qu'à ces jeunes, vous leur dites « tu vas changer le monde ». Et ça c'est quand même, c'est chouette. J'imagine créer énormément d'espoir, d'enthousiasme et de pourquoi pas. Absolument, mais c'est un très bon point. Merci, Laetitia. En effet, le programme en tant que tel, comme je l'ai dit, dans chaque programme, les jeunes vont créer quelque chose, un projet de A à Z. Donc, celui-ci, c'est une solution d'IA. Premièrement, ils vont reconnaître, comprendre, appréhender les fonctionnements de l'IA, le côté technique qui est très important. Ensuite, ils vont développer leur sens de l'éthique. Quels sont les enjeux éthiques dans le secteur de l'IA? Ensuite, ils vont devoir trouver, cibler un enjeu sociétal et proposer une solution d'IA pour le résoudre, pour changer le monde, pour aider l'humanité. Et donc finalement, là, ils vont devoir travailler en groupe. Dans n'importe quel sujet, c'est-à-dire que ce soit l'environnement, que ce soit l'éclairage des bâtiments publics, la consommation à la maison, que ce soit le service médical, les jeunes peuvent vraiment choisir le secteur qu'ils veulent tant que ça aide l'humanité. Et ensuite, ils doivent travailler en sous-groupe pour élaborer le projet et le concevoir. Et hier, on parlait, M. Ringard parlait de tout ce qui est la question des genres et du fait qu'en effet, il n'y a pas assez de femmes à ce jour qui vont dans certaines filières, que ce soit l'informatique ou d'autres génies. Et donc, nous, il le mentionnait, beaucoup de jeunes filles se dirigent vers la médecine, par exemple. Donc, nous, ce qu'on a fait avec l'IA, c'est qu'on a dit à ces jeunes filles, tu veux changer le monde, tu veux soutenir le secteur médical, tu veux soutenir le secteur environnemental, eh bien, tu peux développer des solutions d'IA pour aider les gens, que ce soit des gens en détresse ou que ce soit, on aime beaucoup donner l'exemple aux jeunes qui s'intéressent un peu à la robotique et à l'IA. L'incendie de la cathédrale Notre-Dame, qui a aidé les pompiers? Un robot bâti ici en Nouvelle-Aquitaine. Donc, les pompiers ont été aidés par une machine qui a aidé à soutenir la structure. Donc, quand on démontre aux jeunes, notamment aux jeunes filles, qu'elles peuvent aider les gens en utilisant l'informatique, en utilisant certains génies, eh bien, on les attire davantage et il y a un réel intérêt. Et donc, on a vu des jeunes filles, au début, qui voulaient juste faire le marketing du projet, le logo, le plan d'affaires, le PowerPoint. Et à la fin, c'est elles qui étaient derrière l'ordi et qui codaient. Mais comment est-ce qu'on développe ces capacités? Bien, si on ne donne pas le temps, si on n'a pas une fréquence et une intensité, bien, les jeunes issus de milieux défavorisés, bien, je suis désolé, ils vont poursuivre dans des secteurs où ils auraient... tous les secteurs sont importants, mais le potentiel en question, on ne va pas leur permettre de l'exploiter à fond parce qu'ils n'ont pas été exposés à ces possibilités. Dans un instant, on va regarder les exemples de ces vidéos, mais est-ce que vous êtes accueillis les bras ouverts, j'imagine, dans tous les lycées de la région pour développer ces projets? Bras ouverts, c'est un très beau mot. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la réalité? Oui, non. Les enseignants et les chefs d'établissement nous accueillent bras ouverts, bien sûr. C'est juste que l'apprentissage expérientiel n'est pas systémique. Ce n'est pas dans tous les établissements scolaires. On a la chance d'être soutenu par le rectorat. Je vois nos collègues du rectorat. Bonjour, chers collègues. Voilà. On a le soutien du rectorat, la région académique, les rectorats, bien sûr, et le financement de la région. Donc, on arrive avec le soutien non seulement des collectivités et des acteurs de l'État, mais aussi du ministère de l'Éducation. Les enseignants nous font confiance. Pourquoi? Parce que, oui, il y a l'approche québécoise, mais parce que ça fonctionne et ils voient l'évolution de leurs élèves. Pas juste sur les compétences disciplinaires, pas juste sur les compétences transversales, mais aussi sur les comportements. Le plus gros indicateur de fusion, c'est la réduction du taux d'absentéisme. Si on veut que les jeunes apprennent, bien, il faut qu'ils soient sur le banc d'école. Et pour être sur le banc d'école, bien, il faut l'intéresser.
On regarde les vidéos tout de suite que vous nous avez amenées, donc des jeunes que vous encadrez qui ont développé des projets. On va comme ça voir un peu concrètement Exactement. ce qu'ils Je font. vais les commenter après. On dit souvent que la santé est un ingrédient du bonheur. Il faut effectivement se sentir connecté notamment par les télécommunications aux spécialistes de la médecine lorsqu'on rencontre un problème de santé. Pour cela, Eltic souhaite améliorer les communications entre les individus et le monde de la santé. L'un des gros problèmes aujourd'hui est la surcharge dans les centres d'appel. Cela engendre de longues files d'attente quand on souhaite contacter un numéro d'urgence. Face à cela, Eltic, grâce à l'application Santel, va résoudre ce problème en ayant recours à de l'intelligence artificielle pour vous proposer une solution de meilleure qualité. Les utilisateurs n'auront plus qu'à ouvrir notre application et à répondre aux questions posées par notre système d'IA, pour que celle-ci comprenne les besoins de la personne et puisse proposer un service de secours. Les secours se rendront directement sur le lieu de l'incident après une confirmation humaine, pour garantir aux utilisateurs de garder le contrôle sur l'IA. L'atout de Santel réside dans sa classification par degré d'urgence vitale des incidents, afin d'envoyer les secours vers les urgences les plus importantes en priorité. L'équipe d'Eltic espère voir son application Santel sauver des vies et réduire le temps d'attente pour l'intervention des secours. Alors qu'attendez-vous pour télécharger et utiliser l'application Santel ? Des jeunes de 16-17 ans. Génial. Alors là, on n'a pas de son, mais par contre, vous pouvez nous parler de cette solution qu'ils ont proposée. Ces deux jeunes de 17 ans se sont dit, tout le monde parle de ChatGPT, mais ChatGPT, il fait quoi? Il te donne la réponse. Nous, on va s'inspirer de la technologie ChatGPT pour soutenir l'éducation et la persévérance des jeunes. Et au lieu de donner bêtement la réponse, comme le fait ChatGPT, nous allons créer un enseignant virtuel qui est utilisé le soir pour faire les leçons. Et l'enseignant ne va pas te donner la réponse, il va t'aider dans la logique pour trouver ta réponse et pour que tu puisses vraiment comprendre ta matière disciplinaire le soir. Et donc, des jeunes se sont dit, nous, ChatGPT, on aime bien, c'est rigolo, mais ça te donne la réponse. Donc, ils ont créé UV. Et d'ailleurs, les deux projets que vous voyez ont eu la chance de présenter au ministère de la Transformation, au ministre lui-même, M. Guérini, leur solution d'IA, parce que, vous le savez, il y a un gros chantier en France autour de l'IA, la place de l'IA dans les services publics, et que des jeunes de 16-17 ans aient pu présenter, chaque équipe avait 3 minutes pour leur pitch de vente. Ça a changé leur vie, mais ça a aussi démontré que les jeunes s'intéressent à l'IA, mais qu'ils veulent l'utiliser pour le bien-être de la société. Et je termine, si je peux, en mentionnant, parce que je ne veux pas non plus monopoliser le micro, mais je vais en revenir à l'éducation et à la pédagogie parce que M. Ringard en parlait beaucoup hier et moi, c'est un sujet qui me passionne évidemment. L'IA, c'est un outil puissant d'apprentissage. On le sait, les enseignants l'utilisent, notamment au lycée. Vous voyez ce que les jeunes ont fait. Pour le plan d'affaires de leur projet, on a travaillé avec les enseignants de français, d'histoire, géo. Pour la vidéo promotionnelle, tout ce qui est art numérique, même le théâtre et la présentation orale. Et finalement, chaque élève, chaque groupe a créé un site web et une appli pour le portable, comme on l'a vu pour les deux projets. Donc, il y a une appli et un site web. Donc, on a travaillé avec les enseignants au niveau des mathématiques, des sciences et technologies. Donc, encore une fois, oui, l'IA peut faire peur, mais une fois qu'elle est utilisée de façon intelligente, on peut la transformer en outil d'apprentissage. Hubert Mousnier, je vous voyais très intéressé aux propos de Gabriel Brun-Lopez, mais est-ce que cette notion d'accompagnement dont il vient de parler, là, c'est un sujet qu'on va aborder également cet après-midi, mais le numérique et l'humain, est-ce que c'est aussi ce vers quoi vous tendez? Oui, c'est complètement le centre de notre projet, c'est effectivement réintégrer de l'humain dans le numérique, ou du numérique dans l'humain, effectivement. Mais Gabriel, tu disais tout à fait, l'intelligence artificielle, c'est un outil, mais c'est certainement pas un but en soi, c'est certainement pas ce qui crée le chemin. C'est peut-être ce qui peut permettre de servir de point de départ ou de point d'appui à un déroulement, mais certainement pas l'objet de ce déroulement. Pardon, on fait une petite pause rire, parce que c'est toujours un peu compliqué quand on est en train de parler, tout le monde se marre. Mais bon, là, merci. Pas mal. Oui, j'écoutais avec beaucoup d'intérêt, évidemment, l'intervention de Nicolas sur
Sur sur l'IA et sur Terra Ventura. Ouais, parce que je pense qu'on aurait de belles choses à faire dans les entreprises aussi, dans les entreprises du bâtiment en particulier, des TP, sur ce mode de produit-là. Je crois qu'on a peut-être des choses à réfléchir ensemble. Et puis, évidemment, avec beaucoup d'appétit, et les propos de Gabriel, parce que je me disais qu'on est dans une démarche assez équivalente en réalité. Simplement, nous, le réel est à l'extérieur, c'est-à-dire que nous ne faisons que de l'apprentissage. Mais cette idée de dire ce qui est important, c'est les valeurs qu'on associe à son action, ça c'est fondamental, effectivement. Un bâtisseur, il change le monde de ses clients. Si en plus dedans il intègre de l'éthique, c'est-à-dire des nouvelles technologies pour réduire son empreinte carbone, pour améliorer le rendement d'un bâtiment, forcément il dépasse son action et il y a une espèce de transcendance à l'action. C'est ça qu'il faut travailler aussi. Jamil Kemal, alors je suis allée regarder sur Google les avis. J'ai un peu ce mauvais réflexe d'aller regarder les avis. C'est toujours intéressant, même si on sait qu'il y a beaucoup de vengeance personnelle qui s'exprime. J'ai relevé l'avis d'un utilisateur, Close Bay, qui a déjà déposé 9 avis sur Google. C'est bien, mais peut mieux faire. Alors, il juge votre logiciel superficiel, car il est pour lui, mais la question, je la trouve intéressante, il est pour lui impossible d'estimer la créativité ou l'empathie d'une personne en quelques minutes. C'est un très bon point. Alors juste sur les avis, nous on a une moyenne, on a évalué à peu près 2 millions de personnes ces dernières années. On travaille par exemple avec des entreprises comme McDonald's. Donc McDonald's, c'est 1 million de candidats par an. Et on travaille... oui, c'est ça, parce qu'eux, c'est le recrutement. Ils font plus de recrutement sur CV, c'est ça? Ils font quasiment plus de recrutement sur CV. Et des entreprises comme Accenture, par exemple, qui recrutent des personnes avec des CV super compliqués sur 5 écoles, bah, grâce à nous, ont arrêté de sélectionner des gens sur un profil d'école cible et donnent la chance à des gens qui n'auraient jamais été recrutés. On a une moyenne, donc on mesure les notes des personnes, sur 2 millions de personnes qui passent nos jeux, on a une moyenne de 8,7 sur 10, ce qui est pas mal. Donc tous ne font pas des commentaires. Donc en général, le feedback que les gens ont lorsqu'ils passent nos jeux, en très très large majorité, c'est « je ne m'étais pas rendu compte que ». Et lorsque vous posez cette question sur « on ne peut pas juger la créativité et on ne peut pas juger l'empathie », en quelques clics. Enfin, c'est ça l'interrogation. En fait, la question est beaucoup plus profonde. Comment est-ce qu'aujourd'hui on juge la créativité ou l'empathie? Alors je vais vous le dire. Vous allez en entretien avec votre conseiller d'orientation, votre prof, votre futur employeur. Et au bout d'une demi-heure de conversation, la personne se fait un avis. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Et les biais cognitifs, c'est quoi? C'est qu'on a tendance à aimer les gens qui nous ressemblent. Alors je vais vous donner une statistique qui est juste horrible, mais qui est une réalité en France. On a beaucoup de mal à avoir des statistiques ethniques en France pour plein de raisons, alors que c'est légal en réalité. Mais les entreprises canadiennes, américaines les font en France pour nous. Et on sait par exemple que lorsque vous avez un nom à consonance arabe en France, et vous êtes un homme, vous avez 83% de chances en moins d'avoir une promotion. Je ne pense pas que les gens sont racistes de façon générale. Je pense juste qu'on a tendance à reproduire des schémas de gens qui nous ressemblent. Et donc, quand on pose la question de comment est-ce qu'on mesure l'empathie, on la mesure soit avec du feeling, soit avec des questionnaires. Et on sait que ces questionnaires sont très, très discriminants. Et donc, nous, on a une approche scientifique qui n'est pas parfaite. Vraiment qui ne l'est pas. Mais on se compare avec des choses qui sont très, 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 très imparfaites. Comme aujourd'hui, on a une partie du Canada avec nous, Pôle emploi a une façon de résoudre cette question-là. Ils ont développé une méthode qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation. Donc plutôt que poser des questions aux gens, est-ce que tu es empathique, est-ce que tu es créatif ou créative, eh ben, on les met en face d'un problème. On leur dit, ben voilà les Legos, on a tel truc à résoudre, fais-le. C'est très compliqué à faire de façon structurelle, généralisée. Et ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reproduit ces schémas de mise en pratique, mais plutôt que le faire avec des Legos ou avec des machines, etc., on le fait avec des jeux. C'est un peu comme ça me fait penser au recrutement des écoles dans la tech. Les formations, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'elles sont sur
sur la pratique et pas exact- sur le niveau de diplôme. c'est exactement ça. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on change la vie des gens? Tu posais une question qui est fondamentale. Est-ce qu'on change la vie des gens? Est-ce qu'on a un impact? Moi, je vous donnais des exemples très concrets. Euh, euh, le Crédit Agricole cherche désespérément des conseillers bancaires. C'est ce que j'allais vous demander sur la qualification justement des employés. Parce que bon, McDo, on peut imaginer qu'il y a beaucoup d'emplois qui ne nécessitent pas de qualification. Eh ben, le métier de conseiller clientèle bancaire, il est très difficile parce que c'est un métier où il faut être bon en vente et c'est un métier qui est réglementé pour beaucoup. Donc il faut des diplômes, etc. Et donc le premier réflexe des recruteurs, c'est de dire bon, c'est terrible, hein, on n'a personne. Oh, ça fait 2 ans qu'on cherche, on n'a personne. Il n'y a personne qui peut faire le boulot. Et puis en plus, les gens, il faut vraiment qu'on prenne des clones. Donc on a une pénurie de clones en France. Et nous, on leur dit, mais c'est un petit peu dommage, parce que si ça se trouve, il y a des gens qui ont les compétences, le savoir-faire, et peut-être que vous pouvez les former. Alors, je vous donne un exemple très concret. Un des meilleurs vendeurs du Crédit Agricole Île-de-France, c'est un coureur cycliste avec un accident et donc qui a dû se réorienter, qui s'est formé, et qui n'avait aucune expérience ni en vente, ni en finance. Il se trouve, quand vous réfléchissez bien, que quand vous êtes un sportif de haut niveau, vous êtes une sportive de haut niveau, eh ben, vous faites des stats toute la journée. Vous faites des tableaux Excel sur vos performances, votre alimentation. Vous avez une habitude de suivre des statistiques. Vous avez une habitude d'aller chercher de l'argent, parce que souvent, quand on est sportif de haut niveau, ben, il faut qu'on ait sponsor. Vous avez une capacité à apprendre qui est énorme, parce que le principe même du sport, c'est le test and learn. Je fais des choses et je les essaye. Et donc, quand on regarde les choses qu'on sait faire dans un métier ou dans un apprentissage de vie, et ben souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'ils sont transposables. Et une question que vous ne m'avez pas posée, c'est techniquement, c'est possible, mais est-ce que les formateurs, les employeurs, les associations, est-ce que le monde de l'entreprise y est ouvert? On parlait des diplômes. Et ben, la réalité, et pour moi, c'est un gros espoir, c'est qu'il n'y a plus le choix. C'est qu'aujourd'hui, 80% du temps des employeurs est consacré à chercher des candidats et des candidates. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de pénurie. Vraiment, je pense qu'il y a des contextes qui font qu'on n'organise pas le temps de travail pour les personnes. Et la contrainte nous force à ouvrir nos chakras et à donner leur chance à des personnes qui n'auraient jamais pu rentrer dans ces métiers-là. Et en France, il y a également un changement qui est récent, mais qui est agréable. C'est qu'on a l'impression que l'apprentissage ou que les métiers manuels sont des voies de garage parce qu'on n'a pas pu être ingénieur. C'est très triste. Tout à l'heure, tu parlais de l'intelligence artificielle. Mais les métiers qui vont être le plus remplacés, ce sont les métiers techniques de haute compétence. C'est beaucoup plus facile de remplacer un développeur, une développeuse. C'est beaucoup plus facile de remplacer un architecte, une architecte, qu'un plombier, qu'un masseur ou une masseuse. Et donc, l'intelligence artificielle, plus la pénurie de main-d'œuvre, nous force à repenser entièrement, d'une part, les voies qui sont les voies futures, et d'autre part, les personnes qui peuvent y arriver. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, oui, ça peut être un danger, mais ça peut aussi permettre d'ouvrir des voies qui étaient fermées jusqu'à présent, mentalement et techniquement. Et donc, en fait, les entreprises viennent spontanément vers vous et elles ont accès au profil, en fait, aux gens qui se sont inscrits. Ils s'inscrivent spontanément ou en fait, ça match un peu tout seul et on reçoit des propositions? Alors, il y a 2 types d'entreprises qui travaillent avec nous. On a des entreprises qui se disent, nous, on n'arrive pas à recruter, on n'arrive pas à former en interne, on n'arrive pas à trouver en interne les personnes qui pourraient faire des jobs dont on a vraiment besoin. Et donc, ils mettent en place des annonces qui, plutôt que passer par un CV, passent par nos jeux. Et automatiquement, nous, on fait des propositions aux candidats et aux employeurs en leur disant, telle personne, vu que vous avez, je sais pas, 400 personnes à voir, on vous recommande de voir en priorité ces personnes-ci. Et par ailleurs, telle personne que vous pensiez vraiment pas pertinente, en fait, nous, on pense qu'elles le sont. Et de la même façon, pour l'orientation, on a une plateforme qui permet aux personnes qui s'inscrivent de popper des métiers auxquels ils n'auraient jamais pensé. Soit parce qu'ils se disent c'est un métier trop technique pour moi, j'ai pas les compétences, soit parce qu'ils ne savent pas que ce métier existe. Alors je touche du bois, là on est en train de discuter avec la Marine nationale.
Quand on postule pour travailler dans la marine, on va être commando, on veut travailler dans le commando Uber. Voilà. Il se trouve que pour travailler dans la marine, il y a également cuisinier, jardinier. Il y a beaucoup de gens qui postulent pour bosser dans la marine. Oui, alors ils ont de la chance, ils ont beaucoup de postulants. Mais oui, donc il y a des personnes qui utilisent, des entreprises qui utilisent Goshaba, soit en solution de recrutement, donc ils posent des annonces et plutôt que de passer par un CV, ils passent par nous. On a beaucoup de centres de formation qui utilisent Goshaba pour identifier des talents qui n'auraient pas été identifiés. Alors, on travaille avec la région Aquitaine via Uber, mais on travaille également avec des réfugiés en Syrie, par exemple. Donc, on arrive à identifier des gens qui sont en camp de réfugiés, qui se disent moi, je suis tout seul dans mon truc, je ne sais pas trop quoi faire. Et en faisant ça, on arrive à identifier des personnes qui vont être de futurs développeurs et on leur trouve du boulot. Et donc, vraiment, le cœur de ce qu'on essaye de faire, c'est révéler le vrai potentiel aux autres, mais aussi à soi. Et je pense tous ici, on a un point commun, c'est qu'on veut changer les choses à travers la prise de conscience du possible. C'est mieux se connaître, c'est cette démarche. C'est bien se connaître et ensuite le mettre en pratique. Nicolas Rudel, vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure. Les Olympiades de l'an dernier que vous avez accompagnées, vous avez débriefé, comme on le fera à l'issue de cet événement aussi. Vous avez débriefé, vous avez dit bon, pour la prochaine fois, on va voir peut-être les choses un petit peu différemment. Je trouve ça intéressant en fait que vous nous partagiez vos conclusions, vos observations. Effectivement, nous, on a des recettes quand on produit des contenus, des parcours. On travaille beaucoup sur le jeu de mots parce que, je vous l'ai dit, on adresse les familles. Et quand on adresse les familles, on a toujours eu le pris parti de ne pas offrir deux expériences de jeu différentes. C'est-à-dire, classiquement, de dire il y a un parcours parent, un parcours enfant. Nous, on veut que ça soit la même feuille de route, mais simplement que les parents et les enfants, ils rigolent pas au même endroit, au même moment. On est très dans la pop culture, on s'inspire beaucoup dans nos scripts de tout ce qui est le cinéma français, mais aussi les films d'animation, les Shrek et compagnie. Vous voyez, quand vous regardez Shrek avec vos enfants, vous rigolez pas forcément aux mêmes vannes. Voilà, c'est exactement ce qu'on essaye de reproduire. Le problème, c'est que c'est parfois un peu verbeux, c'est parfois un peu long à lire, etc. Et de fait, on se rend compte que sur des... Pardon. C'est la minute... Moi, j'ai pas vu la dernière, celle d'avant, on pourra la repasser après ou pas? Bien sûr. Donc je disais oui, c'est parfois un peu verbeux, un peu long, et du coup en fait on s'est rendu compte que sur un dispositif comme les Olympiades où le temps d'attention est extrêmement réduit, on parle de l'attention, c'est-à-dire qu'en fait il y a énormément de stimuli. Déjà vous êtes sur un stand, vous voyez des jeunes qui sont en train de monter un mur, de faire de la maçonnerie, de faire du métal. Enfin, c'est extrêmement bruyant aussi. Donc, il y a énormément de stimuli. Et de fait, le contenu texte qu'on va donner à lire aux joueurs, il est quand même peut-être parfois un peu trop lourd. Et en fait, on s'est rendu compte que autant nos Terra Aventuriers, ceux qui connaissent Terra Ventura et qui apprécient le dispositif pour ça, ils veulent ce type de contenu-là. Autant des néo-accédants, des gens qui ne connaissent pas Terra Ventura ou des très jeunes qui ont parfois des difficultés à lire ou des choses comme ça, c'est parfois un peu indigeste. Donc en fait, sur la prochaine édition des Olympiades, je pense qu'on aura quelque part une double entrée, même si on ne veut pas avoir deux offres différentes de découverte, mais on aura probablement une feuille de route un peu plus courte, un peu plus simplifiée, de façon à garder quand même l'attention du joueur et faire en sorte que ça soit pas trop un effort à fournir pour pouvoir réaliser l'expérience de jeu. Je voulais juste rebondir sur Goshaba, Jamil, parce qu'en fait, moi, je me rends compte que dans mon métier, j'ai du mal à recruter ce que j'appelle des story builders, c'est-à-dire des gens qui sont payés pour raconter des histoires, ça existe. Moi, j'en ai 2 dans mon équipe. Et historiquement, j'allais toujours chercher ces personnes dans des formations type master, valorisation du patrimoine, parce que j'étais intimement convaincu qu'il fallait qu'ils aient cette culture et cette envie de mettre en lumière le patrimoine. Mais au final, pas tant, parce que finalement, c'est des métiers assez techniques, et puis c'est pas forcément les profils dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de gens créatifs, qui ont une belle plume, naturellement, mais j'ai aussi besoin de gens créatifs. Et en fait, j'avais cette problématique de me dire, mais comment je vais trouver des profils? Je savais, quand on ouvre un poste, généralement, on met le profil recherché. On met... Bac plus 5, master, machin. Alors en fait, pas du tout au final. Dans mon métier, moi j'ai juste besoin de quelqu'un qui sait bien écrire et qui est créatif, et qui sait aussi avoir beaucoup d'empathie vis-à-vis des personnes ressources qu'on va accompagner sur le terrain, qui vont nous raconter aussi leur histoire, leur patrimoine, etc., pour que nous, on puisse le mettre en lumière derrière. Donc tu vois, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit et je pense que je vais aller gratter du côté de Goshaba pour voir. Par exemple, là, sur ce cas précis, donc on imagine, vous faites
quand même une présélection sur le niveau de qualification, de diplôme, et après vous allez voir les soft skills, ou comment est-ce que vous aborderiez Déjà, pour être tout à fait honnête avec vous, ce pas des métiers sur lesquels on a énormément de turnover et donc beaucoup de postes ouverts. Moi, j'ai une activité, alors on a Terra Aventura en Nouvelle-Aquitaine, mais on a aussi d'autres opérations en France. On est dans l'Oise, dans l'Aisne, en Haute-Bretagne, dans le Rhône, dans l'Allier. Mais voilà, on n'a pas de quoi non plus embaucher des dizaines de profils. Je ne suis pas en train de postuler. Je voulais simplement savoir comment est-ce que vous aborderiez justement cette embauche. Imaginons qu'il y ait une embauche. Là, dernièrement, je me suis dit, j'avais ouvert un poste. J'ai très peu de candidatures, ce qui est étonnant parce que c'est des métiers qui sont quand même un peu, je pense, stimulants. Et du coup, j'ai eu très peu de candidatures et je me suis dit, en fait, je ne vais pas trouver comme ça, je vais plutôt essayer d'ouvrir un poste en apprentissage pour pouvoir essayer de façonner un profil qui va matcher avec nos recettes. Je vous ai parlé de recettes tout à l'heure. Donc là, j'ai commencé à aller présenter ces métiers-là dans certains masters. Encore une fois, un petit biais. Je vais aller chercher des masters parce que je me dis, je sais pas, il y a voilà, un background technique, mais aussi une certaine plume qui vont... Voilà. Mais je suis en train de me rendre compte que je me trompe peut-être. Je ne prends pas le problème par le bon sens. C'est plutôt un profil qu'il faut que je recherche plutôt que des compétences. Ah. J'ai pas été chercher de ce côté-là, mais c'est pas mal. Et oui, c'est ça, voilà. Bravo. Donc, alors le profil, qualifié, diplômé, et après vous allez chercher du côté de son savoir-être, de sa personnalité. Je pense que je vais prendre le problème à l'envers maintenant. C'est-à-dire que le diplôme, en fait, m'importe peu finalement dans ce métier-là. Ce qui m'intéresse plus, c'est effectivement vraiment l'esprit créatif. Et ça, c'est pas des choses que je sais forcément moi détecter. Effectivement, après 30 minutes d'entretien avec un candidat, je sais si dans sa façon d'être, s'il a les codes, vous voyez ce que je veux dire, s'il va matcher avec mon équipe, s'il va arriver à s'intégrer, s'il se passionne pour ce qu'on fait, ça j'arrive à le ressentir. Mais après sur les savoir-faire, c'est plus compliqué. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas des choses qu'on peut avoir sur un CV. On n'a pas de base de CV, de storybuilder en France. C'est un métier qui n'existe pas. Et d'un autre côté, le diplôme, il permet, enfin derrière un diplôme, il y a un temps d'apprentissage. Ce temps-là permet quand même une acculturation nécessaire. C'est pas juste un diplôme, enfin, ou alors on remet, on peut tout casser, hein, mais c'est aussi intéressant un diplôme. Oui, bien sûr. Après, effectivement, je le disais, effectivement, je vais plutôt aller chercher sur des formations littéraires, par exemple, mais c'est encore une fois un biais, je pense. Parce que je pense qu'il y a des scientifiques qui peuvent avoir une très belle expression écrite et qui peuvent, en plus de ça, amener une autre touche. Vous voyez, je pense que je me trompe. En fait, cette matinée, je me rends compte que je me trompe. Super, voilà. Bah, génial. C'est génial. Nous allons passer aux questions. J'imagine que vous avez posé des questions pendant cette table ronde. Abdi, bonjour Abdi. Comment allez-vous? Notre maître des questions. Ça marche pas. Si ça marche, bonjour Ça Laetitia. marche très bien. Je vais très bien, mais bon, je vais très bien. La nuit faut courte, mais je vais très bien. Okay. Oui, alors il y a beaucoup de questions. Par contre, de combien de temps disposons-nous? Parce que nous avons 13 minutes. Nous avons encore 13 minutes. Large. D'accord, c'est bien. Alors donc on peut peut-être faire question par question, enfin thématique par thématique. On fait question par question. Voilà, ou si alors, pour les premiers intervenants et pour les développeurs de l'application, alors quelques questions qui relaient un peu de l'inquiétude et de la question de quel contrôle on peut exercer sur le travail que va faire l'IA et comment le service public là-dedans a sa place et est légitime pour intervenir. Voilà. Première question. Ok. Une question un peu globale. Oui, allez-y. Une réponse partielle, mais la mienne. Le travail qu'on fait sur la base de l'intelligence artificielle n'est ni prescriptif, ni prédictif. C'est la façon de s'en servir. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est de faire connaissance avec l'apprenant, de lui faire plus finement connaissance avec lui-même et de construire un parcours sur cette connaissance-là. Mais l'objet de la formation, l'objectif de la formation, le chemin, il appartient à l'apprenant, bien sûr. D'accord, merci. Je voulais ajouter, allez-y. Oui, je vais juste compléter un point qui est assez mal compris, c'est que quand on travaille sur l'IA, le machine learning, il y a un motto en anglais qui est trash in, trash out. Si on rentre des mauvaises données en entrée,
on aura forcément des mauvaises données en sortie. Et il y a notamment ce qu'on appelle des biais algorithmiques. Donc c'est pas parce que c'est l'IA qui dit quelque chose que c'est vrai. En ce moment, il y a une campagne de communication par la société Itch qui montre quand on tape dans Midjourney, qui est un logiciel de création d'images, école française, on a une très belle école, et quand on tape école française en banlieue, on a l'impression d'être dans une zone de guerre. Donc il faut être très très vigilant à ça. C'est pour ça qu'en tout cas chez Goshaba, on utilise l'intelligence artificielle uniquement sur des données factuelles et jamais pour des choix humains. Donc moi je pense que l'intelligence artificielle pour le droit, l'assurance, les RH, de façon générale, c'est assez mauvais. Et nous, on l'utilise uniquement dans un seul domaine, qui est de prendre des protocoles de laboratoire de Harvard qui durent 6 heures, donc c'est des stats, et les réduire en jeu de 5 minutes. Et donc, il n'y a aucune espèce d'utilisation de l'IA pour prendre des décisions sur des carrières. Oui, mais ça peut avoir un impact. Imaginons, je me teste et il me dit que je n'ai aucune empathie. Alors, je vais trouver ça assez désagréable, vous voyez. Alors, vous trouvez ça désagréable si on vous dit que l'ordinateur a raison. Et je pense qu'il faut être très réaliste et honnête. Et puis on n'est pas toujours la même humeur aussi. Pardon, l'humeur. Alors, c'est toute la différence la qu'il y a fluctuation entre... quand même. Aujourd'hui, il faut le recrutement et la formation, c'est la sélection. C'est horrible, hein, c'est une rencontre, c'est une sélection. Donc la question, c'est comment faire moins pire. C'est uniquement ça, comment faire moins pire. Ouais. Et quand on a en tête qu'on essaye de faire moins pire, et ben justement, on utilise l'IA de façon mesurée, on l'utilise en se disant, ok, c'est ce que me dit la machine, mais je sais qu'il y a plein de biais possibles, mais moi, je ne suis peut-être pas d'accord. Et du coup, vous passez le bac, vous êtes très très bon en maths, vous êtes malade, vous avez une très mauvaise note. C'est pas juste, mais ça arrive. Bien sûr. Mais encore une fois, utilisons l'intelligence artificielle dans un endroit très très spécifique, circonspect, et où on a le moins de billets possible. Il y aura des billets, et à la fin du fin, une formation, un recrutement, un échange, une rencontre entre d'autres personnes, et ça, la machine ne le remplacera pas. Oui, juste pour ajouter, nous dans les métiers de création, il y a ce que je disais à Hubert tout à l'heure, il y a quelques années, je disais à mes équipes, il y a bien un métier dans lequel on est tranquille, c'est celui de la création. Et 3 ans plus tard, Midjourney, ChatGPT nous démontrent qu'en fait, non, même dans ces métiers de création, on va être challengé par des machines. On a une chance encore, c'est que l'IA, elle hallucine parfois. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, elle raconte n'importe quoi. Et c'est en ça où l'humain doit contrôler certaines choses quand même. Donc nous, aujourd'hui, on est en train de voir comment on peut intégrer l'IA dans nos processus de production. Alors, on a des développeurs qui utilisent l'IA pour optimiser la rapidité d'exécution. On a des graphistes qui peuvent confier des déclinaisons d'images, des choses comme ça, des tâches un peu répétitives à des IA parce que grosso modo, en fait, ils font ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire qu'ils vont coder, en fait, ils vont donner des instructions à l'IA pour qu'elle produise des choses bien précises. Mais après, il y a un contrôle humain derrière pour vérifier que ce qui va ressortir, effectivement, est conforme et surtout qu'elle n'hallucine pas. Et effectivement, trash in, trash out, si vous donnez des mauvaises instructions et si vous donnez des mauvaises données à une IA, il est fort probable qu'elle vous ressorte des choses de mauvaise qualité derrière. Alors, oui. Gabriel, vous vouliez ajouter quelque chose? Non, j'allais mentionner que donc, ce serait important d'exposer les jeunes à cette réalité. Donc, comment travailler avec des machines. Puis ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, n'est pas systémique dans l'éducation nationale. C'est pas oui, c'est vrai qu'ils se débrouillent un peu tout seuls là-dessus. Travailler avec des machines, c'est un nouveau métier. Hein. Oui, voilà, ce qu'on appelle les gens qui font des prompts, c'est un nouveau métier. Voilà. Savoir encoder une IA pour qu'elle réalise des tâches pour vous, c'est un nouveau métier. Ça n'existait pas il y a 2 ans. Oui, alors, d'autres questions. Non, mais je voulais réagir en fait par rapport est-ce qu'un jeune a le recul que vous évoquez quand si la machine lui dit qu'il n'est pas empathique, est-ce qu'il a le bon recul? Pardon. Alors concernant les populations les plus jeunes, effectivement, nos apprenants, nos apprentis, on ne le laisse pas tout seul face aux résultats de la machine, bien entendu. Hein. Je parlais de la formation faite par Optineuron, qui est un labo donc, québécois. Nos formateurs sont... c'est pas mal. Nos formateurs sont formés au coaching, justement, pour évoquer le profil qui est défini par l'IA. Et je le répète, l'idée, c'est pas d'ouvrir ou de fermer des portes, qui plus est. C'est d'adapter un parcours pour soit combler, accompagner un relatif déficit d'empathie par certains. On met en place des jeux, on met en place des séquences vidéo, des choses comme ça, ou
mettre en avant des capacités fortes qui seront vraiment la marque forte de cette personne lorsqu'elle sortira de formation, qui plus est sera transférable, puisqu'on est là sur des capacités socio-professionnelles, et on le disait tout à l'heure, manquer d'empathie, à la limite, c'est peut-être pas grave si c'est un métier où vous n'en avez pas besoin. Il y a plein de métiers où on n'a pas besoin d'être empathique. Oui, c'est juste humainement pas très cool, mais c'est Ouais, pas grave. Je connais des cons parfaits qui font très bien leur métier. Alors, je vais aborder un sujet qui me touche intimement, c'est le métier du spectre autistique. Il se trouve que lorsque vous avez certaines caractéristiques liées au spectre autistique, vous avez une très faible capacité à lire les émotions chez les autres de façon spontanée. C'est ce qui peut être considéré comme du manque d'empathie. Donc nous, on ne dit pas aux gens t'es un gros nul, tu n'as pas d'empathie. On lui dit voilà ton profil général, il y a des domaines dans lesquels tu es très fort et des domaines dans lesquels tu auras plus de difficultés. Moi, à titre personnel, ça me touche personnellement, donc je vous en parle. Le fait de ne pas avoir, de savoir qu'on peut avoir des difficultés cognitives et que par ailleurs on peut avoir des très grandes forces à côté, et que cette information elle est plus solide qu'un CV, plus solide qu'un test déclaratif, plus solide qu'un quelqu'un qui vous demande si vous jouez au golf, où vous habitez, et ben ça me permet de faire des choix éclairés, parce que quand on dit qu'on fait une erreur de formation ou de recrutement, c'est pas forcément le fait de choisir un métier qui ne nous plaît pas. Ça peut être de ne pas penser à choisir un métier qui est très très bien pour nous. Je reprends votre exemple de l'empathie. Il y a beaucoup d'autistes Asperger, oui, ils n'ont pas d'empathie, ils sont super bons dans des métiers. Orange a un département spécialisé dédié au spectre autistique, avec des personnes qui ont des difficultés en empathie et qui souvent, dans ce cadre très précis, ont des capacités de gestion des chiffres exceptionnelles. Donc il n'y a pas de bien ou de mauvais. On n'est pas bon ou pas bon. En fait, on a tous des choses dans lesquelles on excelle, des choses dans lesquelles on n'est pas bon, et des choses dans lesquelles on est moyen. Et donc, la question, c'est pas de mettre de hiérarchie, justement. Il n'y a pas de hiérarchie. Si on commence à dire à quelqu'un, c'est horrible, tu n'es pas empathique, si on va jusqu'au bout, on peut dire à quelqu'un, c'est horrible, tu es handicapé. C'est horrible, tu te manques un bras. En fait, non. Je pense qu'il y a des réalités dans lesquelles on est et dans lesquelles on peut se développer. Et je pense qu'il faut être très, très vigilant, justement, à sortir de cette mentalité et ce paradigme de test de personnalité où on vous dit que vous êtes bien ou vous êtes mal. En fait, l'idée, c'est juste de faire un bilan à un moment donné, et les gens changent, en disant aujourd'hui, voilà dans quoi tu es fort. Et c'est pas grave. Mais pour moi, l'importance de permettre aux jeunes, dès la petite enfance, de comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, c'est tellement important, parce que, bon, tu te rends à 25 ans et on te dit que tu n'es pas empathique. C'est un peu dur sur des gens qui n'ont peut-être pas une grosse estime d'eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que moi, le travail que je le fais parce que je crois vraiment qu'on peut permettre aux jeunes, dès le plus bas âge, de se dire, voici mes capacités, voici les compétences que je dois ou peut développer. Mais au-delà de tout ça, pour moi, l'orientation, c'est quoi? C'est éveiller des passions. Parce qu'au-delà d'être bon pour un métier, peut-être je peux être bon pour ce métier, mais ce n'est pas ma passion. Donc, moi, mon rêve pour tous les enfants, c'est qu'ils développent des passions, que ce soit en informatique, que ce soit dans les arts numériques, je m'en fous. Qu'il ait des passions et qu'ils développent des compétences qui vont être durables et transférables. Parce que oui, les métiers vont changer, mais les compétences que j'ai acquises à 4, 5, 6 ans, je suis désolé, elles sont à moi et personne ne va me les enlever, que j'ai la peau brune ou que j'ai un nom, quel qu'il soit. Et M. Nembrini en parlait hier, je ne sais pas s'il est là, mais il parlait d'une bombe sociale. En effet, l'orientation, il faut vraiment le prendre sérieusement, parce que beaucoup de jeunes, on les perd à cause de certaines méthodes. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le logo. Je ne sais pas qui a créé le logo de Sopro. En tout cas, je tiens à féliciter l'équipe de Joris. Parce que Joris, je pense. Qu'on soit enseignant, je ne sais pas quels sont les profils dans la salle, mais qu'on soit PDG comme Damien, qu'on soit décideur ou qu'on soit jeune ou enseignant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce logo, par exemple, il y a des jeunes qui vont naître et ils vont être juste là. Donc, c'est facile de trouver sa voie quand tu nais là. Mais il y en a d'autres qui vont naître là. Bon, c'est un peu plus compliqué, il faut que je tourne à droite et à gauche. Mais il y en a, je suis désolé, qui vont naître là, et d'autres qui vont être là-dedans.
Et c'est d'eux qu'il faut s'occuper. Parce que le labyrinthe, je suis désolé, une fois que tu es coincé dedans, ben, tu te retrouves à 25 ans à te faire dire, ben, t'étais pas bon là-dedans, comme on dit au Québec. Bravo. Une dernière réaction dans le public, une question, une réaction ou ça semble ok. Abdi, on a fait le tour, on est bon? Non, mais... Pas tout à fait. Il nous reste Non, 36 secondes, Abdi. Alors, il y avait la question de la duplicabilité du modèle de fusion. Est-ce qu'on peut le généraliser? Il y avait une question Vous voulez la... voilà, il y avait, Absolument, oui. On travaille beaucoup avec les académies, comme je l'ai dit. On a le soutien de l'État et la région, les départements. Mais oui, on a besoin de travailler avec davantage d'enseignants et d'établissements pour qu'il y ait un continuum dans les différentes communes, du primaire jusqu'au lycée, pour offrir aux jeunes la possibilité de passer d'une étape à l'autre. Donc, en effet, que ce soit en cité éducative, en milieu rural, en milieu éloigné, je compte sur vous pour passer le mot et me contacter. Je suis facilement rejoignable sur les réseaux. Ok. Il y avait la question aussi est-ce que Terra Aventura, est-ce que ça s'exporte, par exemple, hors Nouvelle-Aquitaine, voire à d'autres manifestations, World Skills par exemple? Est-ce que ça, vous y travaillez? Oui, alors Terra Aventura, c'est une marque qui appartient à la Nouvelle-Aquitaine, donc elle restera en Nouvelle-Aquitaine, cette marque, je pense. Néanmoins, le produit est déclinable ailleurs. On est présent, je vous l'ai dit, dans le Rhône, dans l'Oise, dans l'Allier, voilà, sous d'autres marques. Avec l'Allier, notamment, on a travaillé sur un projet avec un CAUE, un Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement, beaucoup sur des techniques, notamment de construction, etc. Donc tout ça est déclinable. Et WorldSkills avait pris contact avec nous. Ça n'a pas pu se faire pour les finales régionales, nationales qui ont eu lieu cette année à Lyon, mais peut-être que dans le futur, ça pourra se produire. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. On peut vous applaudir et je vous invite... Merci à toi. Merci. Je vous invite à revenir ici à 11h15 pour une nouvelle table ronde qui fera peut-être polémique. On va parler de coaching. À tout à l'heure.